Ravi de vous retrouver pour un nouveau rendez-vous privilégié de l'Agora, directeur de l'environnement de travail. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet passionnant, le directeur de l'environnement de travail de demain. Et juste avant de vous présenter mes invités, quelques petites infos à noter sur vos agendas électroniques, bien sûr. Rendez-vous Agora Live Facilities, ça sera le 26 et le 27 janvier, avec comme thème l'impact sur nos environnements de travail. Donc vous allez bientôt recevoir les invitations, comme d'habitude. N'oubliez pas de vous inscrire, c'est un rendez-vous important, le 26 et le 27 janvier pour les Agora Live Facilities. Vous n'oubliez pas également de parler autour de vous de l'Agora, de l'environnement de travail. On le dit à chaque fois, mais c'est important de coopter de nouveaux membres. Plus on est de fous, plus on rigole, bien évidemment. Je tiens également à remercier, je l'ai déjà fait précédemment, mais je continue à le faire chaleureusement, nos partenaires qui sont toujours à nos côtés, malgré une situation qui reste difficile pour tout le monde, pour les entreprises, pour les individus. Alors, je les cite, les Friendly Partners qui sont Atelier Ose, CBRE, DocaPost, La Providence et Procedo, mais également nos médias partners, Agora News Mobility, Agora News Facilities, Agora News Sécurité, Facilities et Office et Culture. Je remercie également pour terminer notre copile Véronique Leterrier, Christine Burgevin, Bernadette Ameille, Corinne Aubert et Freddy Pajot. Voilà, je rappelle que vous allez pouvoir assister à nos échanges durant 30 minutes. Puis on se retrouvera pour des échanges un petit peu plus intimes, entre guillemets, via des rooms durant 30 minutes. Et vous allez voir, on a modernisé cette application. Ça va se faire automatiquement. Vous n'aurez plus à chercher le lien sur le chat ou sur vos mails. Ça va basculer automatiquement directement sur les rooms. Et puis une fois que ce temps d'échange en plus petit comité sera terminé, vous serez basculé automatiquement pour revenir sur le plateau où tous ensemble, on pourra faire questions-réponses avec nos invités. Alors, on attaque le sujet du jour. Que sera le directeur de l'environnement de travail demain? J'ai le plaisir de vous présenter nos invités. À ma gauche, Claudie Meyer, maître de conférence, responsable du département Management, Innovation et Ingénierie des services à l'université Gustave Eiffel. Bonjour Claudie. Bonjour, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être là. On aura une vision relativement globale grâce à votre expertise. En visio, eh bien, nous avons Annie Rousset, professionnelle associée à l'université et à la formation management de l'innovation des services des patrimoines immobiliers. Bonjour Annie. Merci d'être là, même à distance, c'est un plaisir de vous avoir. Et à ma droite, Latifa Akou, présidente de l'ARSEG. Bonjour Latifa. Bonjour Alexandre et bonjour à tous. Merci beaucoup d'être là. À vous, on aura une approche un peu plus métier. Voilà, mesdames, n'hésitez pas à intervenir, Annie également à distance, sur des sujets qui vous concernent toutes les trois et qui intéressent nos connectés. Commençons par une approche plutôt globale, avec une vision transversale des fondamentaux du métier de DET. Et par exemple, on pourrait commencer avec vous, Claudie, pour évoquer les 4 points fondateurs du DET. Alors, nous avons commencé à travailler plus généralement sur comment gérer les actifs immobiliers et nous adressons quand même 3 familles de métiers. Celle, bien entendu, des directeurs d'environnement de travail, mais aussi celle des property managers et aussi celle des asset managers. Donc, ce faisant, nous avons essayé de réfléchir à quelles sont les compétences qu'il faut pour former ces personnes-là, sachant que il y a de la transversalité dans ces métiers-là et uniquement et nous n'avons pas focalisé uniquement sur le directeur de l'environnement de travail. D'accord. Donc, les 4 domaines d'activité vraiment fondamentales qui structurent les savoirs aujourd'hui et surtout les compétences, ben, le premier, c'est un directeur d'environnement de travail doit être capable de réaliser, de concevoir des projets d'innovation de services dans un environnement relativement incertain et je pense que nous y reviendrons. On est dans l'actu. Le deuxième, fort important aussi, c'est qu'il faut qu'il sache aussi piloter ces projets du début à la fin, mais sur tous les aspects, y compris sur les aspects financiers, y compris sur le business model, sur les business plans, etc.
Le troisième domaine d'activité très important, et ça je pense qu'on y reviendra aussi, c'est la coopération. C'est-à-dire que les directeurs d'environnement de travail sont au centre d'un écosystème d'acteurs divers, variés, techniques, managériaux, de métiers fort différents. Il faut apprendre, ou il faut que ces directeurs puissent faire travailler tous ces gens ensemble, animer cette communauté, bien entendu du point de vue de l'environnement de travail, mais il faut une capacité à comprendre ces métiers-là. Donc c'est coopération. Dernier point très très important, parce que là vous allez me dire, mais il y a peut-être d'autres fonctions qui peuvent aussi avoir ces domaines d'activité, eh bien c'est le maillage des activités techniques de l'immobilier. Hein. Il faut savoir ce qu'est une clim, il faut savoir ce qu'est un ascenseur, il faut savoir comment cela marche, et les aspects managériaux de process, parce que vous mettez en place aussi des process, vous faites en sorte qu'ils vivent, qu'ils se déploient, qu'ils s'améliorent, etc. Donc voilà les 4 domaines d'activité fondamentaux qui après, une fois sur les projets, vont permettre d'agir en professionnel responsable. Très bien. Alors la crise sanitaire aura eu comme effet de valoriser les services de l'environnement de travail. Ceux qu'on aurait pu appeler auparavant les femmes et les hommes de l'ombre, eh bien, sont apparus en pleine lumière, force de solutions, d'innovation pour rassurer, voire même pour avoir un rôle de psychologue en quelque sorte, ce qu'on a évoqué en préparant cette visio avec le COPIL. Alors mesdames, je vais vous demander d'échanger justement sur les transformations qui sont en cours et à venir et quelles seront les nouvelles missions des DET. Voilà, je ne sais pas qui veut lancer le sujet. Ben, je peux y aller. Oui, en tout cas, déjà, merci Claudie d'avoir présenté effectivement les domaines de compétences du DET. Et j'en rajouterai une qui est l'anticipation des crises. L'anticipation des crises et d'être par des plans de continuité d'activité. Et aujourd'hui, on vit cette pandémie qui est le Covid, mais demain, on pourra voir autre chose. Et on nous demande aujourd'hui dans nos entreprises, en tant que DET, d'être aussi dans l'anticipation et de voir un petit peu plus loin et d'anticiper ce qui n'est pas anticipable. Donc, on est complètement... Donc, c'est aussi une autre brique qui vient se rajouter à ce qui nous est demandé et à la compétence qu'on apprend au fil du temps. Alors, pour répondre à votre question, les transformations. Alors, les transformations, déjà, transformation, oui, de la relation aux collaborateurs à l'intérieur de l'entreprise, rassurer, quand on a dû mettre nos collaborateurs en confinement au premier confinement ou au deuxième confinement, il a fallu accompagner. Donc nous étions des acteurs dans l'entreprise auprès des DRH pour apporter de l'information, pour communiquer, pour rassurer. Je reviens avec ce terme-là. Quand on a réintégré les collaborateurs, la peur de revenir dans des locaux, il a fallu rassurer, mais rassurer par de la communication, mais aussi par des dispositifs et des équipements comme le gel hydroalcoolique, les masques, etc. Donc il a fallu aussi accompagner tous nos salariés. Et on a eu, comme vous le dites très bien, on a eu cette visibilité qui continue à se poursuivre. Et puis nous avons été présents sur nos sites. Nos collaborateurs, que ce soit de la maintenance, les aspects d'accompagnement, les équipes de courrier qui permettaient de recevoir et de transmettre les courriers. Donc ça nous a rendu visibles sur cette partie psychologique, comme vous disiez. L'autre transformation, c'est les espaces de travail. Je dirais que nous avions déjà une réflexion sur l'optimisation de l'empreinte immobilière. Le Covid n'a fait que l'accélérer en se disant, on parlait de flex office, on commençait à parler du télétravail qui représentait à peu près 10% encore fin 2019. Et aujourd'hui, on se rend compte que tout le monde a basculé pour les métiers qui le pouvaient à une grande majorité dans des sièges ou dans des entreprises tertiaires. 95% des gens pouvaient faire du télétravail. Ça a été vécu pas si mal parce qu'on regarde les chiffres et on se rend compte que quand on interroge les salariés de toutes ces entreprises, on a 71% qui disent on est ravis de faire du télétravail. La seule chose, on ne va pas le faire 5 jours par semaine parce que
ça coupe la relation à l'autre, et puis surtout le sentiment d'appartenance. L'esprit d'entreprise, bien sûr. Voilà, donc cette deuxième transformation, donc aussi, ça a donné à nos patrons, à nos chefs d'entreprise, aussi l'idée d'accélérer cette optimisation et de se dire, si le télétravail devient un modèle, un nouveau modèle de fonctionnement dans nos entreprises, comment doit-on l'envisager? Et ça, peut-être qu'on va en parler un petit peu plus tard. Ouais. Je m'inscris tout à fait dans la logique de ce qui a été présenté par Claudie et par Latifa. L'environnement de travail se montre extrêmement à son avantage et extrêmement grandi dans ces situations de crise. Je voudrais juste ajouter, peut-être que la formule vous conviendra, que je crois que la preuve a été établie que l'environnement de travail est le faiseur de solutions dans les cas de crise. Je crois que la perception qu'ont aujourd'hui les dirigeants des entreprises, elle est plus importante encore qu'elle ne l'a jamais été, et que cette sortie de l'ombre que vous évoquiez tout à l'heure, Alexandre, elle est extrêmement importante, et même qu'elle peut être fondatrice d'un nouveau regard sur la fonction services généraux, à certaines conditions toutefois. Alors, je ne voudrais pas être le démangeur de conscience, mais ces conditions, à mon sens, c'est l'ouverture, la capacité d'ouverture que peuvent avoir les services généraux. Or, aujourd'hui, enfin, pardon de dire les services généraux, je sais bien que c'est un marqueur de l'âge, mais après une longue carrière dans les services généraux, j'ai toujours du mal à me passer de ce terme-là. Qu'est-ce que vous appelez l'ouverture? Alors, ce que j'appelle l'ouverture, c'est la capacité à sortir de son monde, à sortir de son entreprise, à penser que les solutions ne sont que des solutions qu'on bâtit pour un. C'est aussi la capacité à faire du réseau. Alors, bravo l'AGEPA, bravo l'ARPEG, bravo à toutes les organisations qui permettent de faire du réseau. Excusez-moi, Claudie, je vais demander, Annie, pardon, je vais juste demander aux gens de couper leur micro, ceux qui ne l'ont pas fait, parce que ça interfère. Il y a des gens qui dégustent quelques bonbons et ça interfère sur le propos d'Annie. Merci beaucoup. Ouais, bah nous, on ne peut pas manger parce qu'on est à l'antenne. Excusez-nous. Non, je vous en prie. C'est cette capacité d'ouverture, cette agilité que doivent avoir aujourd'hui les responsables, et qu'ils doivent absolument, et ça c'est vraiment quelque chose qui me paraît essentiel, qu'ils doivent absolument dispenser autour d'eux, non seulement à leurs équipes, mais également à leurs prestataires. Alors, ceux qui me connaissent savent que dans la vie, je suis également chef d'entreprise, et que je suis devenue, après une longue carrière dans l'environnement de travail, prestataire de services. Et de là où je suis perchée aujourd'hui, j'ai une vision un peu bicéphale des métiers et des interfaces entre les prestataires et les responsables de services généraux. Et je crois qu'il doit vraiment y avoir une prise en compte totale de l'éducation à l'intérieur de l'ensemble des métiers, qu'ils soient internalisés ou externalisés. Ça me paraît important comme sujet de réflexion. Est-ce que ça veut dire également, mesdames, qu'il faut avoir une meilleure communication? En préparant cette visio, on a des membres du COPIL qui nous ont dit qu'ils avaient mis en place des guides, des tutos sur YouTube pour rassurer les gens. Et j'évoquais en introduction le côté un peu psychologue que vous avez. Est-ce que tout ça se révèle au grand jour? Plus que jamais. Oui. Plus que jamais. On a toujours su faire, mais pas faire savoir. Donc, et c'est toute la difficulté de notre profession, c'est qu'on fait des choses formidables, mais elles ne sont pas visibles. Et justement, ça a été une occasion, une belle opportunité, même si les contextes étaient compliqués, de mettre en lumière tout ce qu'on sait faire et via une communication, que ce soit des tutos, peu importe l'outil, le moyen. C'est d'avoir la bonne communication au bon moment et qu'elle soit bien orientée.
Je voulais rebondir sur ce qu'a dit Annie, qui est très très juste. Effectivement, il faut qu'on regarde plus large. Aujourd'hui, il ne faut pas regarder que le DET dans son champ, enfermé dans son immeuble, mais aussi de regarder l'écosystème. Et l'écosystème, ce sont des prestataires, ce sont des partenaires, et il ne faut pas qu'on les oublie, et on ne les a pas oubliés. Et là, je parle avec ma casquette ARCEG. C'est sûr que cette crise sanitaire a fait beaucoup de mal à nos prestataires qui se sont retrouvés lors du premier confinement, se sont retrouvés avec des réactions et des comportements de donneurs d'ordre, si je peux encore utiliser ce terme-là, de directeurs de l'environnement de travail ou des acteurs de l'environnement de travail, qui ont décidé d'arrêter brutalement des contrats. Et là, nous avons pris une position que nous étions très solidaires de nos partenaires, puisque ce que nous faisons dans nos entreprises, nous ne le faisons pas seuls, nous le faisons avec nos prestataires. Et nos prestataires, qu'on externalise ou pas, peu importe, on travaille avec nos prestataires et ils font partie d'une chaîne de valeur. Et cette chaîne de valeur, il faut la garder le plus longtemps possible. Et nous sommes responsables, nous avons une responsabilité sociale et sociétale vis-à-vis de nos prestataires. Donc ça, c'est important et je pense que c'est ce que voulait dire Annie. Et puis l'autre chose, c'est de regarder plus large, oui, parce qu'aujourd'hui, nous exerçons à l'intérieur de l'entreprise, mais le Covid nous amène à réfléchir à l'extérieur de l'entreprise, parce que le télétravail aujourd'hui, le service qu'on apporte entre quatre murs, il faut le sortir et le proposer à nos salariés qui sont chez eux. Aujourd'hui, à part le fauteuil et l'écran, ça s'arrête là. Ouais. Est-ce que pour éviter les risques psychosociaux, les problèmes de posture, on a un travail de santé, on a un travail d'accompagnement et de service à nos collaborateurs qui sont à l'extérieur. Donc on sort de l'espace bureau. Claudie ? Alors oui, moi, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. J'aurais envie de réagir sur tout, mais je retiens quelques points. La première chose, c'est que c'est vrai que ça a changé des points, mais il y a une chose qui n'a pas changé pour moi dans le fondamental du travail, de l'environnement de des directeurs de l'environnement de travail, c'est le sens du service. Ça, c'est quelque chose qui reste toujours avant le Covid, après le Covid, sauf que le Covid a mis ça vraiment en lumière et c'est une opportunité, comme le disait Latifa tout à l'heure quand on discutait, de mieux communiquer sur vraiment ce que cette fonction apporte à l'entreprise. Avec une entreprise quand même qui change, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est les frontières tombent. Il n'y a plus vraiment de silos, mais c'est du transversal. Et comme aussi on vient de le dire, il y avait avant le bureau et la maison. Aujourd'hui, là aussi, les frontières tombent. Bien Donc, sûr. Dans cet environnement élargi, mais vraiment élargi, penser écosystème, penser écosystémique et penser écosystème responsable, c'est fondamental. Nous, nos jeunes, on essaie de les faire travailler sur des projets d'innovation de services avec d'autres jeunes, les jeunes du numérique, pour que derrière, ils produisent des écosystèmes responsables. C'est complètement en écho à ce que vous disiez. Vous tendez la perche que dit justement... Prenez-la. Avant qu'on aborde un autre point, justement, je voulais donner la parole à Annie, et à ce propos, sur le renforcement de la digitalisation. Oui, je crois que ça fait partie, à l'université, on fait travailler ensemble deux familles de métiers, et Claudie pourra peut-être vous en dire un peu plus, un programme d'enseignement sur la communication numérique et le programme d'enseignement sur l'immobilier. L'innovation dans les services de l'immobilier. Et c'est très important aujourd'hui, et c'est même incontournable, qu'il y ait un rapprochement entre deux fratricides qui étaient l'IT auparavant et l'environnement de travail, et qui aujourd'hui travaillent sur des environnements communs et des plateformes communs. Donc les métiers de la communication numérique, les métiers l'ensemble des techniques de digitalisation, ça fait partie du métier de l'environnement de travail, non pas demain, mais aujourd'hui.
Oui, juste un complément, un complément, Annie, de ce que tu dis. Je pense qu'il faut concevoir l'action de ces deux métiers-là, que ce soit le métier numérique ou le métier de l'environnement de travail, une action sur des espaces. Certains vont intervenir sur des espaces physiques et d'autres sur des espaces virtuels, numériques, etc. Et aujourd'hui, ces deux familles de métiers se retrouvent pour essayer de combiner ces espaces-là. Et je pense que rien que ça montre la nécessité de transversalité, la nécessité de discuter avec l'autre, de sortir de son cocon, de communiquer, de faire savoir ce qu'on sait faire. Voilà. C'est tout, Annie. Je voulais compléter en ce sens ton propos. Il nous reste un petit peu moins de 10 minutes, mesdames. Je voudrais savoir quelles seront les nouvelles postures de l'entreprise et des services de l'environnement de travail demain. Mais demain, c'est aujourd'hui. C'est ce qu'on a évoqué, hein. C'est ce que disait tout à l'heure Claudie. Je dirais qu'on est là, on est complètement, on participe à la stratégie de performance de l'entreprise. Si on s'occupe de l'immobilier, puisque aujourd'hui, une des choses qu'on nous demande, c'est optimiser nos espaces de travail. Et ces espaces de travail, on doit je dirais, c'est de le faire intelligemment. Je réduis le siège social ou les sites tertiaires et je donne de l'espace chez le collaborateur. Je développe les services. Donc, plus que jamais, Claudie, non seulement on fait du service, mais on va développer ce service, parce que ce service se fera chez nos collaborateurs. Et donc, on va avoir une participation extrêmement active. Elle l'est déjà aujourd'hui auprès de nos salariés à l'intérieur et à l'extérieur de l'entreprise. Il ne faut pas oublier que même si on est dans une période de crise, la pyramide des âges va se renverser. Donc, et on le voit aujourd'hui au travers des recrutements, il est difficile d'attirer des talents. Donc aujourd'hui, pour aller attirer des talents et fidéliser ses propres collaborateurs, il faut leur donner un environnement de travail propice à l'épanouissement et à vouloir venir. Je dirais que la nouvelle génération n'est pas la nôtre. C'est que la nouvelle génération, au-delà d'un salaire, veut être aussi dans une entreprise où le collaborateur peut s'identifier. Donc, s'il voit que le télétravail fonctionne bien, que le siège social est un lieu de rencontre et d'échange, et donc tout ça pour dire qu'on a un vrai travail. Je vous coupe parce que là, ce que vous dites, c'est vraiment important. Je trouve qu'il y a un rôle discriminant qui est entre les mains du directeur de l'environnement de travail, c'est cette capacité à attirer les talents. Qui n'était pas très clair avant, mais aujourd'hui, vraiment, c'est très patent, et vraiment, je vous rejoins. Excusez-moi, Non, mais c'est très important. Ce qui moi, et je vais vous donner la parole, Annie, aussi, c'est attirer l'attention, et moi qui suis un peu plus à l'extérieur que vous, ça m'a vraiment frappé, c'est de faire attention à la destruction de certains marchés, la restauration par exemple, et l'obligation de se réinventer des business models. Oui. En fait, je vais repartir de ce que vient de dire Latifa, que je trouve vraiment très pertinent sur l'accompagnement par les directions de travail à la stratégie de performance des entreprises de manière intelligente. L'intelligence, c'est pas d'être bon soldat et de permettre à l'entreprise d'économiser à tout prix. Il faut avoir un regard aussi sur l'écosystème et sur les marchés. On sait que certaines lois de marché peuvent abîmer complètement. C'est ce qui se passe avec la restauration collective aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé avec la sécurité il y a plusieurs années, c'est ce qui se passera avec d'autres métiers. On sait que le dumping social, c'est le contraire de ce qu'il faut faire quand on est responsable, et je crois que l'intelligence du directeur des services généraux, c'est d'arriver à faire la part des choses entre l'injonction économique à tout prix et des entreprises et la vision à long terme de ce que sera le métier. En abîmant l'écosystème, on abîme aussi le métier de l'environnement de travail. Tout à fait, tout à fait. On l'abîme et n'oublions pas que je dirais que c'est notre force aujourd'hui, c'est d'être force de proposition dans nos entreprises et pas être bon soldat. On est là, on apporte quelque chose à nos DRH, à nos directions générales, et justement une vision qu'ils n'ont pas. C'est justement impliquer cette partie RSE qui aujourd'hui, vous savez très très bien que dans nos grandes entreprises, on n'émet pas qu'un rapport financier, mais un rapport RSE. Donc le RSE, c'est aussi
tout l'écosystème, c'est tous les gens qu'on ne laisse pas sur le trottoir, c'est-à-dire la restauration, la sécurité. La sécurité est moins touchée par le Covid, mais la restauration et d'autres métiers sont particulièrement touchés. Certes, il faut qu'on les accompagne à se réinventer, et on doit aussi embarquer avec nous, c'est-à-dire qu'on ne peut pas raisonner qu'en tant qu'entreprise, mais aussi une entreprise dans un écosystème qui est très très large. Et de se dire, mon restaurateur n'a pas pu travailler 6 mois de l'année ou 9 mois de l'année, il y a une forme de responsabilité, parce que s'il dépose le bilan, on est aussi responsable. Donc ça veut dire qu'il faut aussi qu'on l'accompagne, et peut-être, je donne un exemple de la restauration, réinventer la restauration à la maison. Et pourquoi pas ce fameux restaurateur d'entreprise ne pourrait pas fournir des déjeuners à la maison. De la livraison. Exactement. Donc c'est aussi un travail de co-construction qu'on doit avoir avec nos propres prestataires, nos propres partenaires. Et on est totalement responsable. Et on n'est pas simplement des gens qui répondons à une donnée, mais on élargit le champ de réflexion et le champ d'action. Il nous reste 1 minute. Est-ce qu'avant de passer aux rooms, l'une d'entre vous veut rajouter quelque chose? Je pense que cette idée de co-construction est fondamentale, vraiment, et que finalement, tout va se jouer, il me semble, dans l'avenir, sur la co-construction des parcours de service, la professionnalisation et la réflexion autour de ces parcours de service qui ne sont pas des parcours dans une fonction, mais qui permettent à tous les acteurs de se pluguer sur ce parcours-là, et derrière, de finalement participer à la valeur et à en récupérer aussi, de manière responsable. Je suis entièrement d'accord. Annie? Oui, absolument, oui. Je pense que le mot de la fin appartient à Latifa, mais je suis tout à fait en phase avec Claudie. On n'est pas complètement à la fin, parce qu'on va se retrouver dans les rooms, donc on va pouvoir développer tout ça, et on se retrouvera ensuite tous ensemble pour des questions-réponses. Je rappelle à nos amis qui sont connectés que tout va se faire automatiquement. Donc, on se retrouve d'ici quelques instants dans les rooms de façon un peu plus intime, prolonger cet échange passionnant.